aveuglés par des déclarations totalement absurdes, infusables. Pour vous donner un exemple, un jour, j'allais chez mon ami Marc Zaha à Gaza, et il me dit les gens qui viennent de sortir ici, ce sont des Européens qui sont venus me montrer des plans d'une île artificielle qu'on allait construire en face de Gaza, où il y aurait un port, un aéroport, tout ce que vous voulez. Voilà, ils nous proposaient ça comme solution. Comme solution d'enfermement, on peut se poser la question. À Gaza, il y a 2 ports qui ont été détruits, il y a un aéroport qui a été détruit, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi implanter une espèce d'ombilique au milieu de la mer? Voilà. Donc, les plans du doublement du canal de Suez qui passerait par Gaza, qui permettrait d'étrangler l'Égypte avec ses 100 millions d'habitants, tout ça, ce sont des plans totalement absurdes et nous avons les moyens de résister à ces plans. Les moyens, c'est notamment le droit. Et je sais qu'aujourd'hui, les militants ici sont très axés sur le droit. Ils savent ce que veut dire un mandat d'arrêt international. Ils savent ce que veut dire être un combattant qui a été combattre à Gaza dans une période qui sera déclarée génocidaire. C'est absolument inéluctable. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et puis il y a quelque chose que vous faites très très bien, c'est la communication. Je suggérerais à nos amis ici de mettre peut-être davantage de banderoles en arabe et en anglais, parce que vous êtes observés. Je dirais, plus on est loin du cœur de Gaza, plus on est loin, plus les messages qu'on envoie, et en particulier les images, eh bien, les meubles frappent nos amis et les renforcent. Vous voyez, le moindre drapeau agité au sommet que c'est du Kilimandjaro, tout ça, ça les touche énormément. Alors aujourd'hui, essayons de garder notre sang-froid. C'est un moment où souffle le chaud et le froid. Alternativement, parfois en moins de 24 heures, on apprend une nouvelle qui contredit complètement la précédente. Il y a un processus qui est engagé. Il y a un bilan qui est celui de cette offensive, qui a été la première offensive palestinienne depuis 1948. C'est quand même comme ça qu'on l'appellera dans les livres d'histoire. Et il y a aujourd'hui un bilan qui est effroyable sur le plan humain, mais il y a également un bilan politique, un bilan qui montre que la question palestinienne, grâce aux Palestiniens eux-mêmes, est remontée à la surface de l'opinion mondiale au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, qui est peut-être la seule représentation réelle des peuples du monde. Vous avez vu que l'immense majorité des États soutiennent les Palestiniens et le disent et le réclament. Sur le plan militaire, on se moquait beaucoup des Palestiniens, et bien ils ont démontré qu'ils étaient capables de déjouer les meilleurs services de renseignement du monde, qui utilisent la torture et pas seulement depuis hier, depuis bien longtemps. Ils ont montré qu'ils étaient capables de résister physiquement à 1 an et demi de lutte contre finalement la plus grosse puissance militaire mondiale, c'est-à-dire les États-Unis. On sait qu'Israël ne produit pas de munitions. On sait que leur stock était de 3 mois. Ils n'ont ni l'infrastructure, ni les compétences pour... Voilà. Donc c'est une espèce de pseudopode qui est émané de l'Occident et qui est planté comme un couteau au cœur du Proche-Orient. À cet égard, il y a aussi d'autres initiatives qui sont plus discrètes, mais nous avons tous souffert de la présence, par exemple français, d'un chamouni israélien, vous voyez de qui je veux parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut remonter à la source. C'est parce que la carte électorale des Français expatriés a été modifiée en 2010, si je me souviens bien. Et donc, auparavant, les Français d'Israël votaient avec les Français du Liban, par exemple. C'est-à-dire, ils votaient, comme dans toutes les circonscriptions, avec la région. Et Israël a été sorti du Proche-Orient pour mettre avec l'Italie, avec Saint-Marin, avec le Liechtenstein, que sais-je. Et donc vous avez mécaniquement, depuis cette réforme qui date, je crois, de 2010, vous avez l'obligation d'avoir
un Israélien député au Parlement français. Et on a vu par exemple notre chef Bouli israélien faire campagne en Israël, la main dans la main, en hébreu, à la télévision nationale israélienne, avec M. Netanyahou. Alors il faut aussi qu'il n'y ait pas de quartier ici. C'est-à-dire que quand un ministre des Affaires étrangères sort un communiqué de presse expliquant que M. Netanyahou a droit à l'immunité, là il n'y a pas de quartier à avoir. C'est donc non seulement une faute éthique, morale, colossale, mais c'est également une faute de droit importante, puisque le mot immunité, n'existe pas en droit international. Le seul mot qui existe, c'est l'exonération de crimes de guerre, et c'est réservé justement aux cas de population qui, écrasée sous les bombes, soumise à une force terrible qui met en jeu l'existence même du groupe ou des biens. Si dans ces cas-là, cette population est amenée à faire des crimes de guerre, elle doit être exonérée de l'accusation de crimes de guerre, c'est-à-dire que ça concerne exactement la population gazaoui. Donc tout ça, c'est le droit. Donc il faut se battre pour le faire respecter. Il faut que les mandats d'arrêt soient respectés. Et là, et ça fait d'ailleurs des années que nous l'avions prévu avec Gilles Devers, c'est-à-dire que Gilles a toujours répété, le jour où il y aura des mandats d'arrêt qui seront été envoyés, ça sera au travail, ça sera à tous les militants, à tous les résistants, à tous les humanistes, à tous les attachés au droit, de faire en sorte que ces mandats d'arrêt soient exécutés. Donc il n'y a pas de place sur notre territoire pour les gens qui ont des mandats d'arrêt. Ils ne peuvent même pas faire une escale dans l'un de nos aéroports. Et donc il faut se préparer à une nouvelle mobilisation et je continue. Merci.